Bonjour Christelle. Bonjour Tom. Encore une fois en direct du Donbass. Nous sommes samedi 20 août. C'est le deuxième site rep en vidéo que tu nous offres avec la participation de évidemment ton agence de presse, Donny Presse. Tout à voilà, je te laisse faire le compte rendu de la semaine. De la semaine. Alors, donc compte rendu de la semaine allant du 13 au 19, plus bien sûr quelques événements qui ont eu lieu durant la nuit écoulée. Sur l'ensemble de la semaine, l'armée ukrainienne a bombardé 3805 fois la République populaire de Donetsk, soit à peu près 542 bombardements par jour. Ça veut dire qu'il y en a déjà plus que la semaine dernière, il me semble. Il y en a plus que la semaine dernière, ça fait à peu près une augmentation de 700 violations de plus par rapport à la semaine passée. On fait pas dans le détail. Voilà. Donc, et parmi ces 3805 bombardements, 3308 ont été faits avec des armes lourdes, donc prohibées par les accords de Minsk. Ces bombardements ont fait beaucoup de dégâts. Rien que la nuit dernière, 35 maisons ont été endommagées, 2 civils blessés et plusieurs pipelines de gaz et des lignes électriques. Sur la semaine écoulée, cela nous fait un total de 6 tués, dont 5 soldats. C'est encore plus important que la semaine dernière. 8 blessés, dont 5 soldats aussi. Oui, c'est quand même sensiblement plus important que la semaine dernière. C'est beaucoup plus important que la semaine dernière. Donc les destructions augmentent, les pertes parmi les civils et parmi les soldats de l'RPD aussi. Donc ça, c'est vraiment effectivement très très mauvais. Il faut savoir que l'armée ukrainienne a aussi bombardé à 2 reprises les postes d'observation du centre de contrôle et de coordination du cessez-le-feu. Donc voilà, ça en dit long quand même. En fait. Ils se sentent dans l'impunité là pour faire un total. Et donc le CCCC étant bien conscient que l'Ukraine ne fera rien, enfin s'ils font une requête, sont tournés en fait vers les autorités de la République populaire de Donetsk pour assurer leur sécurité. Donc le ministère de la Défense leur a d'ores et déjà remis des gilets pare-balles, des casques, etc. Et va effectivement voir pour assurer la protection des fameux postes d'observation qui sont un petit peu partout sur la ligne de front. Donc il faut savoir que de ce côté-ci, la majeure partie effectivement des officiers du CCCC, ce sont des officiers russes qui sont de ce côté-ci. Alors, donc on comprend bien pourquoi l'Ukraine n'en a rien à faire de les bombarder en même temps que les civils. Voilà. L'Ukraine qui d'ailleurs compte sur l'élection de Madame Clinton pour obtenir des armes létales et pouvoir continuer encore un petit peu plus le génocide qu'il y a eu ici. Comme s'ils n'en avaient pas déjà reçu beaucoup. Ils en ont déjà reçu un bon petit paquet il y a quelques semaines, mais effectivement, si Clinton est élu, on sait très bien que... Ça sera open bar, oui. Ça sera open bar, elle s'en est pas cachée, elle veut régler ses comptes avec la Russie, avec l'Iran, avec la Chine, enfin vraiment, c'est une folle, quoi. Je veux dire, la fille, elle veut vraiment déclencher la Troisième Guerre mondiale. Donc voilà, clairement l'Ukraine prie pour que Clinton soit élu. Ça fait peur. Ils aiment se suicider peut-être, non? Enfin, c'est peut-être une option pour eux. De toute façon, ils vont vers un suicide collectif. La voie qu'ils ont empruntée actuellement au niveau des accords de Minsk qui sont totalement bloqués, ça ne peut déboucher que sur une reprise de la guerre. Et de toute façon, ça se terminera très très mal pour l'Ukraine, de par son état actuel. Et ça, je reviendrai un petit peu dessus. Côté Lugansk, qui d'habitude jusqu'ici était un petit peu préservé, parce que la situation à Lugansk est un petit peu différente. Il faut savoir que sur une bonne partie du front entre l'Ukraine et la République populaire de Lugansk, il y a donc une rivière qui coule là, en fait, qui sert de frontière naturelle, on va dire ça. Oui, une protection quand même. Ce qui limite un petit peu, effectivement, les bombardements sur la République populaire de Lugansk. Là, ils ont décidé de quand même s'y remettre sur les zones où ils peuvent bombarder. Donc, entre autres, tout ce qui est Kalinovo, Pervomaïsk, Sokolniki, Stakhanov ont été bombardés là, dans la semaine écoulée. Rien que la nuit dernière, il y a eu 9 bombardements sur ces localités. Ils ont aussi tenté il y a quelques jours, les forces armées ukrainiennes, de détruire le seul point de passage sur la ligne de front entre la République populaire de Lugansk et l'Ukraine, qui est donc le poste de Stanitsa Luganskaya. Donc ils ont endommagé les bâtiments qui se trouvaient là, et donc l'armée de Lugansk a dû remettre en état pour que le point de frontière puisse continuer de fonctionner.
Donc, étant le seul, c'est un point de passage important, de facto. Ils ne peuvent pas se permettre que ce point de passage soit fermé. Il faut savoir que l'Ukraine, à plusieurs reprises, d'ailleurs, l'a fermé de façon unilatérale sous des excuses plus ou moins bidons. Oui, je crois que l'Ukraine essaye d'ailleurs de limiter au maximum ses devoirs en tant qu'État vis-à-vis de ce qui prétend être leur territoire, c'est-à-dire en fait Ah oui, totalement. C'est d'ailleurs quelque chose qui a été discuté hier à Lugansk lors d'une énorme table ronde internationale autour des accords de Minsk et de l'avenir économique et politique de la République populaire de Lugansk, mais aussi de celle de Donetsk, puisque les deux vont ensemble. Et l'un des intervenants a clairement souligné que l'Ukraine, en refusant entre autres de fournir des papiers, comme les passeports, comme les certificats de naissance, de mariage, etc., à la population qui est ici, en coupant les retraites, en coupant le système bancaire, oui, ça, oui. signifie clairement que pour les autorités ukrainiennes, les gens d'ici ne sont pas considérés comme des Ukrainiens. Tu fais pas ça à ton propre peuple. Je veux dire, c'est complètement dément. Et ça en dit très très long sur la façon dont l'Ukraine considère le Donbass. D'ailleurs, Igor Plotnitsky hier, le président de la République populaire de Lugansk, qui était présent à cette table ronde, qui était toujours malgré ses blessures, oui. Malgré ses blessures, il a quand même, donc pour ceux qui ne savent pas, subi une tentative d'attentat en début du mois d'août. Une charge explosive a explosé sur le passage de sa voiture en pleine rue. Ouais. Il a été blessé. Voilà. Donc là, il a repris le travail depuis quelques jours et donc hier, il était à cette table ronde. Il a clairement dit que la République populaire de Lugansk avait demandé à Kiev qu'au vu du blocage du sabotage même des accords de Minsk que pratique actuellement Kiev, ils leur ont demandé est-ce que vous voulez vraiment le territoire et les gens qu'il y a dessus ou juste le territoire? Oui, c'est la question absolument imparable à effectivement à poser, oui, parce que là là c'est limpide, je veux dire, ne plus verser les pensions retraite et tout ce qui va avec, les services bancaires, postaux et j'en passe. Évidemment, c'est par définition considéré que la population sur les deux républiques ne sont plus du tout, en tout cas, considérés comme des citoyens ukrainiens. Ça, c'est très très clair. Très très exactement. Et d'ailleurs, Denis Pouchiline, lors d'une interview qu'il avait donnée au mois de mai, avait très clairement dit l'Ukraine fait tout pour, on va dire, séparer, pour que les deux républiques populaires finissent complètement séparées de l'Ukraine. Tous les actes des autorités ukrainiennes vont dans ce sens-là. Il existe aussi malheureusement une autre explication qui est beaucoup plus grave et beaucoup plus inquiétante. C'est qu'on commence par couper les vivres et puis on finit par massacrer la population. Oui, bien sûr. De toute façon, il y a eu plusieurs responsables ukrainiens qui se sont même pas cachés de vouloir appliquer ici la solution de la Kraïna serbe. Un beau massacre. Voilà. Un beau massacre. Donc pour ceux qui ne connaissent pas leur histoire de la guerre de Yougoslavie, ça a été une épuration ethnique des Serbes qui étaient donc dans cette Kraïna. Et voilà, ça a été une extermination. On fait la paix, on fait semblant de faire la paix, et puis ensuite on massacre la minorité serbe qui se trouvait là. Ouais. Donc, probablement que les commanditaires qui ont poussé à commettre ces atrocités-là sont les mêmes qui poussent les autorités kieviennes à commettre les bombardements et donc les assassinats de civils quotidiens dans le Donbass. Oui, c'est le même commanditaire, c'est le même commanditaire qu'en Géorgie, c'est le même commanditaire habituel de ce qu'on pourrait appeler le terrorisme d'État. Ça aussi, c'est quelque chose qui est apparu hier lors de ces discussions à Lugansk. C'est la notion effectivement que l'Ukraine, tout comme la Géorgie, sont des États terroristes qui utilisent des méthodes de terroristes. C'est-à-dire, on s'attaque à la population civile, on essaie de commettre des génocides. Bon, heureusement, en Ossétie du Sud, la Géorgie n'avait pas réussi par l'intervention de la Russie, mais ils ont quand même tué beaucoup de gens à Tsingvali lorsqu'ils ont attaqué en 2008, parce qu'ils ont principalement tiré sur des bâtiments civils, les immeubles d'habitation. Et à l'arme lourde, exactement. Et à l'arme lourde, manière, Même procédé, même méthode, même commanditaire, on n'est pas étonné. C'est le même marionnettiste, donc on a la même pièce qui est en train d'être jouée. On reconnaît la couleur des ficelles, c'est ça. des bandes rouges et des étoiles blanches sur fond bleu.
Voilà, tout à fait. Donc c'est vrai que là, les accords de Minsk, pour l'instant, ils sont à l'arrêt total. Suite à ce qui s'est passé en Crimée, donc le format Normandie a été arrêté. Mais il y a vraiment une volonté des autorités de la République populaire de Donetsk et de Lugansk de relancer le processus de Minsk, car il n'y a pas d'autre alternative. Pas d'autre alternative pacifique en tout cas. La seule autre alternative, comme l'a dit un autre parce qu'il y avait beaucoup de gens lors de cette table ronde, des personnes entre autres d'Ossétie du Sud, d'Abkhazie, de Crimée, de la Fédération de Russie, et l'un de ses représentants a dit parce que la seule autre alternative c'est la guerre. Mais c'est une guerre qui ira s'étendre jusqu'à l'Europe. Et très loin, profondément dans l'Europe, oui. Voilà, et cet intervenant a dit, et ça, ce n'est pas une solution, ce n'est pas un scénario qui est acceptable. Nous ne pouvons pas accepter qu'on en arrive jusque-là. Donc il faut sauver les accords de Minsk. À tout prix, oui. À tout prix. Mais donc là, il y a eu tout un appel qui a été lancé à l'OSCE, à l'ONU, à l'Union européenne, à la communauté internationale, de manière générale, afin qu'ils interviennent pour faire pression sur Kiev pour reprendre les discussions de Minsk. Kiev qui essaie d'ailleurs maintenant de changer d'ailleurs le format Normandie aussi, en essayant d'y inclure les États-Unis. Oh tiens, comme c'est bizarre. On n'est même pas surpris, hein. Non, on n'est même plus, on est blasé là, on est complètement blasé. Donc la semaine dernière, on s'attendait à une attaque imminente de l'Ukraine qui finalement, n'a pas eu lieu. Pas encore. Pas encore, en tout cas. Bon, quand on voit l'augmentation des bombardements, on voit quand même que il y a une tendance à vouloir aller vers cette solution-là. Oui. Il y a eu plusieurs spéculations sur le pourquoi Kiev n'attaque pas. Certains sous-entendent que Kiev attend peut-être la date du 24 août. Pour attaquer à ce moment-là, parce que c'est la fête de l'indépendance de l'Ukraine. Oui. Donc peut-être essayer de frapper sur le plan symbolique. Personnellement, je pense que c'est surtout que leur armée est complètement en morceaux. Ouais. Pour pas dire autre chose. Le moral des troupes est extrêmement bas. Donc les thérapies de groupe pour essayer de relever leur moral, ça marche pas des masses. L'utilisation donc de munitions périmées, parce que ils ont eu 2 entrepôts, pas un. Il y en a eu un deuxième qui a explosé à Granit-Noyer. Donc ils ont eu 2 entrepôts de munitions sur la ligne de front qui ont pété. Donc ils ont tout un manque de munitions tel qu'ils ils utilisent des munitions périmées. Seulement les munitions périmées, si elles sont périmées, c'est pour une bonne raison. Oui, elles risquent d'exploser dans la figure de ceux qui les envoient. Oui, ils les envoient, et donc c'est ce qui arrive à peu près dans 10% des cas. Résultat, ils ont eu en 2 semaines 15 canons d'artillerie détruits par ces munitions périmées. Ouais. Donc on n'a aucune information sur d'éventuelles victimes, mais on se doute bien que les gars qui se trouvaient à côté des canons ont été blessés, sinon tués par l'explosion. Oui. Ça fait quand même du dégât, ces machins-là. Oui. Donc, et très certainement, ça joue aussi sur le moral des troupes. Forcément. D'ailleurs, l'Ukraine, les autorités ukrainiennes commencent à parler de lancer une 7e vague de mobilisation, ce qui montre bien qu'ils ont quand même un problème pour fournir en personnel leurs unités sur le terrain. Ouais. Ça, c'est un petit peu... Il y a une véritable hémorragie de candidats potentiels à la boucherie. Ah oui, ils en sont. Il y a une telle pénurie qu'ils en sont même maintenant à essayer de recruter sur les factures d'eau et d'électricité. Oui. C'est-à-dire que maintenant l'Ukraine, vous recevez votre facture de charge locative et au dos vous avez engagez-vous et puis si vous participez à des missions de l'OTAN, vous aurez un salaire de 1 200 euros par mois, ce qui est énorme pour l'Ukraine. L'Ukraine. C'est probablement un mensonge puisque l'Ukraine est en ruine sur le plan économique. Oui, totalement. Au point même, sauf erreur de ma part, que cette semaine, Kiev a décidé d'attaquer la Russie pour lui demander un remboursement de 3 milliards et demi d'euros, ce qui est la somme presque exacte que doit l'Ukraine à la Russie. Oui, il y a des choses comme ça. Il y a aussi, on voit des villes comme Kharkov où le tramway ne fonctionne plus parce que la ville de Kharkov n'a pas pu payer sa facture d'électricité. Ouais. Enfin, des choses comme ça, ça devient de plus en plus cosmique l'Ukraine. Ça part complètement en live. C'est un pays qui part en morceaux
en direct devant nos yeux. L'effondrement en direct d'un pays, voilà, si vous voulez savoir ce que ça donne, vous regardez l'Ukraine, c'est exactement ça. Donc, je pense personnellement que c'est cet effondrement qui va décider plus de l'attaque ukrainienne, c'est-à-dire, je pense que les autorités ukrainiennes vont attendre d'en arriver au point de non-retour où la seule diversion possible, ça sera la guerre, pour essayer encore de sauver leurs fesses pendant quelques semaines ou quelques mois, parce qu'ils savent de toute façon que ça sera suicidaire. Ouais. Ils le savent. Donc, il n'y a pas de doute là-dessus. Je veux dire, on peut les prendre pour des idiots, mais ils le sont quand même pas jusqu'à ce point-là. Ça paraîtrait donc très difficile d'imaginer que Kiev résiste à un nouvel hiver compte tenu des difficultés de d'autant payer plus le gaz, hein. Que au niveau du chauffage, parce que quand la saison de chauffage va commencer, ça va devenir très intéressant, puisque pour le moment, donc, il faut savoir que pendant toute une époque, le Donbass continue à fournir du charbon à l'Ukraine, oui. Que ça ne se fait plus parce que voilà, il y a eu différents problèmes et puis provocations ukrainiennes qui font que le Donbass a dit bon bah on va fournir ça ailleurs, hein. Ils ont des marchés en Crimée et en Russie pour fournir ce charbon, et donc l'Ukraine se fournit comme pour le gaz maintenant vers les pays occidentaux, entre autres les États-Unis, la Pologne, sauf que les centrales à charbon ukrainiennes ont été faites à l'époque soviétique pour du charbon oui. qui vient du Donbass. Je veux dire, les centrales ont été faites pour le charbon local. Ouais. Donc elles ne conviennent pas pour le charbon qui vient des États-Unis, de Pologne ou d'Afrique du Sud. Et qui est sûrement d'ailleurs plus cher. Hein. Oui, qui coûte encore beaucoup plus cher et en plus dont la qualité ne convient pas. Donc les centrales thermiques ukrainiennes, les centrales électriques tombent en panne. Oui. Donc ils ont de plus en plus de problèmes comme ça, de coupures d'approvisionnement depuis une ou l'autre centrale, parce que le charbon ne convient pas et ça endommage les centrales. Ils ont aussi le même problème avec les centrales nucléaires. Oui, c'est ce que oui, voilà, avec exactement, le combustible américain de Westinghouse qui ne convient pas non plus. Il y a déjà eu plusieurs problèmes. Alors là, c'est beaucoup plus dangereux. Et là, c'est beaucoup plus dangereux. Hein. On se souvient de Tchernobyl, hein, ça s'est quand même passé en Ukraine. Là, ils sont en train de faire joujou avec des barres de combustible qui ne sont pas compatibles, juste pour idéologiquement ne pas acheter le combustible à la Russie. Bon, ça devient vraiment effectivement du suicide collectif en mode Lemmings, tu vois. On avance vers le gouffre et on saute dedans. Hein. Là, ce serait pas si dramatique. On pourrait se rappeler qu'à une époque, on avait ça sur une bande dessinée qui s'appelait Les Pieds Nickelés, et que finalement, on voit ça en live aujourd'hui en Ukraine. Voilà, c'est exactement ça. Donc là, on voit l'Ukraine qui part complètement, qui est en déliquescence totale. Donc, lorsque va venir la saison de chauffage, qui vont devoir acheter ce charbon encore plus cher, que les gens ont déjà plus les moyens de payer leurs charges, qu'est-ce qui va se passer ? Ça va être une catastrophe. Donc, ils vont devoir lancer la guerre pour ne pas avoir un Maïdan 3. Ce sera la seule solution. Oh, excuse-moi, parce que là, décidément, mon PC était en train de m'envoyer des messages qui sont disgracieux pour la vidéo. Voilà. Bon. À Minsk, entre autres, pour revenir sur les discussions qui ont lieu là-bas, qui piétinent, pour dire à quel point il y a quand même un sabotage grandiose de la part de l'Ukraine, c'est que les représentants ukrainiens refusent, entre autres, de coordonner les changements à la Constitution qui doivent être faits pour donner plus d'autonomie aux régions du Donbass. Ils refusent de coordonner ces changements avec les représentants de la République populaire de Donetsk et de Lugansk. Or, c'est inscrit dans les accords de Minsk. Ça doit être fait en coordination avec les représentants des deux républiques. Donc là, ils en sont carrément à renier jusqu'à la base même des accords. C'est-à-dire, là, on s'assoit complètement dessus. Donc là, il y a des gens, effectivement, qui disent, y compris côté ukrainien, pourquoi est-ce qu'ils refusent de faire cela, les représentants ukrainiens ? Parce que ça voudrait dire que ce qui se passe ici est bel et bien une guerre civile et pas une invasion de la Russie. Oui. Puisque discuter avec les représentants des deux républiques populaires signifierait quelque part légitimer leur existence. Donc,
pour ne pas légitimer leur existence, on ne discute pas avec. Bon, là, il y aura effectivement un gros problème, hein, parce que c'est quand même prévu dans les accords de Minsk, donc si on part déjà comme ça, là, effectivement, c'est complètement bloqué. Le simple fait de bombardements continuels sur les zones civiles dans les deux républiques du Donbass est déjà une violation outrancière des accords de Minsk. Oui, et personne ne dit rien, et l'Allemagne, encore, la vieille Steinmeier, oui, il faut que on lèvera pas les sanctions tout de suite contre la Russie, il faut que les accords de Minsk soient appliqués. Sauf que les accords de Minsk n'impliquent aucunement la Russie. Les accords de Minsk, c'est entre Kiev, la République populaire de Donetsk et la République populaire de Lugansk. Point barre. Ouais. À aucun moment, la Russie est concernée par ça. Donc, c'est du gros foutage de gueule, quoi. C'est vraiment... on est des laquais états-uniens et on s'en cache même pas, quoi. C'est d'un cynisme satellitaire, presque. Oui, non, mais complet. Là, c'est du grand n'importe quoi. Je pense d'ailleurs qu'il faudrait qu'on refasse peut-être pour un des prochains épisodes un décortiquage des accords de Minsk, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens. Oui, je crois que c'est nécessaire. Mais ce que ça veut dire surtout, ces déclarations totalement invraisemblables de la part d'officiels qui devraient s'attacher en permanence à trouver une solution de paix ou à tout le moins de faire respecter ces accords de Minsk, qui ont quand même été signés par l'Ukraine, hein, quoi qu'on en dise. Donc ça veut dire que tout ça, c'est en fait de la propagande adressée aux populations occidentales pour que les gens croient toujours à cette histoire d'agression russe, voilà, et que la Russie a quelque chose à voir là-dedans. Absolument. Il n'y a eu aucun média occidental qui a réellement décortiqué les accords de Minsk. On continue de raconter en long, en large et en travers dans les médias pro-OTAN, pro-Union européenne, etc., que la Russie doit appliquer les accords de Minsk. Mais la Russie n'a rien à voir dans les accords de Minsk. C'est du grand n'importe quoi. Les journalistes qui pondent ça, mais on devrait leur retirer leur carte de presse. Les gars, prenez les accords de Minsk, lisez-les. À aucun moment, la Russie n'est concernée. C'est quelque chose qui est signé entre l'Ukraine et les deux républiques populaires. La Russie, tout comme la France et l'Allemagne, ne sont que des garants de ces accords. Voilà. C'est tout. Ils peuvent faire pression, mais là, en l'occurrence, ils peuvent pas faire pression sur les deux républiques pour que Kiev cesse de les bombarder. Ça n'a pas de sens. Voilà. Hein, donc, et ils peuvent pas faire pression sur les deux républiques pour que Kiev adopte les amendements à sa constitution comme il est prévu dans les accords de Minsk. Et comme l'a très bien dit Vladimir Poutine, je ne suis pas le président de l'Ukraine, ce n'est pas moi qui peux dire à la Rada bon, maintenant, faut voter ce qu'on a signé. Donc c'est pas la Russie qui peut imposer à la Rada ukrainienne de faire ce qui est écrit sur le papier que leurs autorités légitimes ont, enfin soi-disant légitimes en tout cas à leurs yeux, ont signé. Parce que cette légitimité, elle est clairement remise en question par un certain nombre des représentants qu'on avait hier à Lugansk, dont le président du Parlement d'Ossétie du Sud, qui disait les autorités actuelles à Kiev sont des autorités illégitimes, issues d'un coup d'État. Il dit au contraire des représentants des deux républiques populaires, qui eux sont issus d'un référendum qui ont été suivis ensuite d'élections. Le référendum, il y a eu des observateurs internationaux, hein, bon, qui n'étaient pas l'OSCE parce qu'ils ont refusé de venir, mais il y a eu des observateurs internationaux qui étaient là et qui ont pu constater que le référendum s'est fait dans des conditions normales, acceptables au regard du droit international. D'accord. Donc l'OSCE a refusé de faire partie de comme en Crimée, hein, ils ont refusé de venir lorsqu'il y a eu le référendum en Crimée. Voilà, c'est déjà douteux en soi. Voilà. C'est l'endroit où ils devraient être, principalement, en priorité, et ils n'y sont pas. Oui, enfin c'est comme actuellement, ils devraient être sur les zones qui sont bombardées pour venir constater les dégâts, et puis ils y sont pas. D'accord. Ça, là je suis allée sur le terrain 2 fois là durant la semaine écoulée dans 2 localités différentes. Dans les 2 cas, on s'est trouvé devant des maisons qui ont été, enfin, c'est visible, hein, il y en a une, il y avait plus de toit. Oui. Il y en a une, elle a été touchée par un obus qui est tombé en plein sur le toit, qui l'a transpercé, le toit a éclaté sous l'onde de choc. Quand on a demandé est-ce que l'OSCE est passé, ah bah non.
Or, l'OSCE, on les a vus dans cette ville-là, mais à côté de l'hôpital de Kochaïevsk, pour pas citer. Ils étaient à l'hôpital de Kochaïevsk, donc il y avait 2 voitures qui étaient dans cette localité, et ils ne sont pas venus constater les dégâts. Donc, moi, j'ai envoyé un mail à l'OSCE pour leur demander comment vous faites vos rapports, parce que j'aimerais bien savoir comment vous pouvez rapporter des faits si vous venez pas les constater. J'ai jamais eu de réponse. Ouais. Donc, c'est très important, ce CITREP est très important, comme tous les autres d'ailleurs, pour rappeler à quel point ce qui est dit dans les médias en Occident, c'est une espèce de soupe infâme qui masque cette réalité incroyable, ce cynisme crasse de tous ces organismes, de tous ces officiels politiques. Toutes ces institutions qui sont soi-disant internationales, neutres, mais qui ne sont pas du tout. L'OSCE n'est pas neutre. Là, j'avais vu, il y avait eu un torchon de propagande allemand, je ne sais plus sur quel journal, où ils avaient soi-disant calculé que les républiques populaires violaient plus souvent le cessez-le-feu que l'Ukraine sur base des rapports de l'OSCE. Ouais, enfin bon, si déjà l'OSCE, ils viennent pas constater de notre côté quand il y a eu des bombardements, comment vous voulez utiliser leur rapport de façon objective pour calculer quoi que ce soit? Ça rime à rien, ça rime strictement à rien. Donc vous basez sur un truc qui est biaisé, où ils viennent constater 1 fois sur 3, c'est du grand n'importe quoi. Dans les médias occidentaux, on te présente l'OSCE comme oui, c'est le truc fiable, objectif, neutre. C'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Ouais. Ça n'est absolument pas vrai. C'est terrible. Donc, ils refusent maintenant de me répondre. Hein. Ils refusent maintenant de répondre à mes emails. Oui, quand je leur demande des explications. Puisqu'ils n'ont pas d'explications cohérentes. Voilà, c'est ça. Oui, bien sûr. Comment ils veulent répondre Genre, mon rédacteur en chef les avait déjà interpellés en leur demandant, mais pourquoi vous ne décrivez pas ça et ça? Ah bah parce qu'on ne décrit que ce qu'on constate nous-mêmes. Ah bah oui, mais si vous ne voulez pas constater, vous mettez quoi dans vos rapports? Là, ça devient ridicule, quoi, complètement. C'est totalement ridicule, mais c'est malheureusement criminel, puisque ça participe à donner l'impression... Parce que le gouvernement de Kiev céderait éventuellement si l'opinion publique européenne était massivement informée correctement sur la situation dans le Donbass. Bien sûr. Or, bien sûr. Comme elle est manipulée par un grand nombre de médias mainstream qui leur racontent des grosses blagues, hein, des mensonges gros comme la cathédrale de Paris ou la Tour Eiffel, forcément... ils peuvent pas réagir, ils ne peuvent pas contraindre Kiev à respecter ses engagements. Donc, non, d'ailleurs, c'est un point qui a été abordé hier, donc lors de cette table ronde, par plusieurs des représentants internationaux qui étaient là. Donc, entre autres, un observateur autrichien, mais aussi Janusz Putkonen, notre rédacteur en chef, sur l'importance du devoir d'information envers les populations occidentales. Les deux ont souligné à quel point l'information objective était très importante pour justement faire en sorte que les populations européennes se mobilisent pour faire pression sur leur gouvernement pour que eux-mêmes fassent pression en fait sur Kiev en se basant sur le précédent de la guerre du Vietnam. C'est-à-dire de dire la guerre du Vietnam, les États-Unis se sont retirés parce qu'il y a eu une énorme pression populaire contre cette guerre. Donc s'il y a une énorme pression populaire en Occident contre la guerre dans le Donbass, contre le régime de Kiev, le soutien des États-Unis et donc de l'Europe, puisque l'Europe n'est qu'un vassal des États-Unis, ce sera automatiquement, et donc la guerre prendra fin. On peut l'espérer. Voilà, donc d'où l'importance. Je sais que beaucoup de gens se découragent en se disant... Oui, mais j'arrive pas à faire comprendre aux gens autour de moi. Mais il faut marteler. Il y a un moment où les gens finissent par comprendre la réalité, où se trouve la vérité, et où de plus en plus de gens vont finir par ouvrir les yeux. Donc il faut continuer ce travail d'information. Il est très très important. Il est bien plus vital qu'on ne peut le penser. Les guerres maintenant ne se gagnent pas seulement sur le champ de bataille. Elles se gagnent aussi sur on va dire la guerre de l'information. C'est aussi une véritable guerre.